Medianoche. Bonjour ou bonsoir à tous en fonction du pays et de l'heure auquel vous nous écoutez. Bienvenue pour ce nouvel épisode de Bola Latina, le podcast 100% football latino de la rédaction de Lucarne Opposé. Avant de nous lancer et de partir en Uruguay aujourd'hui, je vous encourage à nous suivre sur les différents réseaux sociaux, à venir y interagir avec nous, surtout sur ceux-ci. Je vous encourage également à consulter notre site lucarne-opposé.fr pour y lire les dernières actualités de la planète Hello et vous cultiver aussi un petit peu entre deux matchs. N'hésitez pas non plus à vous abonner à nos différentes chaînes, notamment notre chaîne YouTube, à venir y laisser aussi un pouce bleu. Je vous rappelle enfin la sortie du 11e numéro de Lucarne Opposé Magazine, un numéro spécial de près de 140 pages de culture foot avec au programme notamment la présentation d'un 11 maudit, une sélection de joueurs au destin brisé. Tous les liens pour vous le procurer, que ce soit au format digital ou au format papier, sont dans la description. Place donc à ce 8e épisode de la saison 3 de Bola Latina. Et pour celui-ci, je l'ai dit, nous allons nous rendre au pays du football, en Uruguay, celui qui orne son maillot national de 4 étoiles, Et forcément, qui dit Uruguay sur Lucarne Opposé, dit le retour de notre buveur de maté préféré, Jérôme Le Signe. Salut Jérôme, comment vas-tu ? Mais très bien, bonjour à tous. Alors écoute, on va bientôt revenir au football en Uruguay, c'est justement l'objet de ce podcast. On va donc se concentrer sur le football local. On va pas parler de sélection aujourd'hui, on va pas parler des 4 étoiles, on va pas parler de la plus belle sélection du monde, n'est-ce pas ? On va pas revenir sur le Maracanazo encore, mais bientôt. Bientôt, on va en parler bientôt. Et donc, on va se concentrer, je le disais, sur ce football local qui a forcément été stoppé, comme partout dans le monde, par la pandémie du Covid-19 et donc ce virus du coronavirus qui s'est répandu sur la planète. Alors justement, avant le retour du championnat, qui est pour le week-end prochain, au moment où nous enregistrons, est-ce que tu peux nous faire un petit point justement sur ce championnat, sur la situation du championnat ? À quel moment a-t-il été arrêté ? À quel moment a-t-il été arrêté dans ces compétitions par la pandémie ? Eh bien, le championnat uruguayen avait repris en 2017 un calendrier de type sud-américain, donc en année civile. Et donc, forcément, quand ça s'est arrêté à mi-mars, quand le championnat est arrêté, ça a été arrêté à l'équivalent de la 4e journée du tournoi d'ouverture. Donc très tôt dans le championnat, il n'y avait eu que 3 journées de jouer et la Super Coupe qui avait été jouée en début d'année. Donc le championnat s'arrête au soir de la 3e journée, avec les deux grands d'ailleurs assez loin au classement, Peñarol ayant 4 points et National 2. Et donc voilà, le championnat s'arrête subitement parce qu'il y a des cas qui arrivent, notamment beaucoup qui arrivent d'Europe à l'époque, et un pic vers la fin mars avec de nombreux cas en Uruguay, fin mars, début avril. Et un pic qui va petit à petit s'estomper puisque le confinement a été décidé, a été plutôt très bien respecté, ce qui fait que rapidement, le virus va avoir assez peu de prise finalement en Uruguay, avec un bilan pour le moment, parce qu'il faut jamais crier victoire trop tôt apparemment avec les virus, mais avec un bilan assez positif, mais très triste malgré tout, de seulement 36 morts pour le moment en Uruguay. Ouais, et donc on est toujours un petit peu, on en est où par rapport à la courbe de la pandémie ? Il y a toujours encore beaucoup de cas en Uruguay, ou ça c'est véritablement, c'est le confinement a joué son rôle ? Ça a très bien joué son rôle, à tel point que vers fin mai, début juin, quand les autorités décident d'ailleurs de reprendre le football, il y a une semaine sans cas, presque, sans nouveaux cas. Pendant 4-5 jours d'affilée, il n'y a aucun nouveau cas en Uruguay. Et malheureusement, depuis, ça a un petit peu repris, mais dans des proportions très limitées, avec 10 à 20 cas par jour. En général, l'Uruguay a l'immense chance, par rapport aux pays voisins, d'avoir un système de tests très performant, avec notamment un centre Pasteur sur place qui peut faire les tests très rapidement et de façon très efficace, avec des résultats donnés sous 48 heures, qui fait qu'ils ont retrouvé pendant un temps, fin juin, début juillet, le même nombre de cas qu'en fin mars, début avril. Mais la courbe n'a pas réaugmenté, c'est-à-dire que depuis, elle a eu tendance à baisser, et on reste dans quelque chose de très limité, notamment limité au secteur hospitalier, malheureusement, parce qu'il y a eu beaucoup de malades dans les secteurs hospitaliers, forcément avec les hospitalisés, mais sinon ça reste très très limité.
Ouais, donc on le voit, hein, ça a été, on est quand même dans un pays bien, enfin dans un cas assez différent de l'ensemble des autres pays de la Confédération, hein, on va pas dire du continent, mais de la Confédération où certains sont encore à peine dans le pic, hein, donc on est vraiment Ah, dans une autre situation là. oui, et d'ailleurs, c'est l'une des leçons, je pense, des nouvelles contaminations de juin-juillet. C'est que malheureusement, bah, avec le climat, avec l'environnement régional, il faudra toujours s'attendre à avoir quelques cas. C'est-à-dire que je pense Ouais. qu'ils ont abandonné l'idée qu'ils avaient pu avoir pendant un temps, peut-être en France aussi d'ailleurs, pendant un temps en avril-mai, l'idée de se dire, bah, après le confinement, il y aura 0 cas et on essaiera de rester comme ça. Je pense qu'ils ont compris désormais qu'il faudra vivre avec quelques cas, limiter les tracés, les limiter le plus possible, tester le plus possible, mais que malheureusement, en effet, au vu de l'environnement régional notamment, et Ouais. comme on ne peut pas complètement fermer ses frontières, il y aura toujours quelques cas. Ouais, il y aura toujours quelques cas, de toute façon, hein, oui, tu l'as dit, hein, ça sera pareil partout, il va falloir s'habituer à vivre avec. Et justement, on va revenir un petit peu sur le football, enfin sur les clubs d'abord. Bah, on l'a vu hein, dans de nombreux pays, et notamment en Amérique du Sud. L'arrêt des compétitions a eu de véritables conséquences, parfois assez dramatiques, sur l'économie des clubs, mais aussi sur la situation pardon, des joueurs. Qu'en a-t-il été en Uruguay? Est-ce que ça a été assez violent, comme ça a été dans certains pays, je pense à la Bolivie, au Chili ou même à la Colombie? Non, ça n'a pas du tout été violent, ça s'est plutôt bien passé. Il y a eu plusieurs amortisseurs, un peu comme en France, le chômage partiel qui a très bien joué son rôle, notamment sur les joueurs, l'immense majorité ayant des salaires assez faibles, ils étaient couverts par le chômage partiel. Il y a quelques exceptions pour les joueurs, par exemple les joueurs qui n'étaient pas rencontrés en Uruguay sur les 6 derniers mois, donc là il y a eu des systèmes de solidarité qui ont dû être mis en place, pardon, parce qu'eux n'étaient pas éligibles au chômage partiel, mais pour les joueurs, ça a relativement bien fonctionné. Et pour les clubs, jusqu'à présent aussi, il n'y a pas eu de perte directe parce que Tenfield a continué à payer les droits télévisés. Ils étaient obligés contractuellement. Et par contre, un certain nombre de matchs devaient être joués dans l'année. Et là, c'est pour ça que le championnat repart et va repartir un peu fort. C'est que les clubs veulent réussir à jouer cette quote-part de matchs nécessaire pour avoir les droits télé. Et ce qui fait que leur économie serait assez peu touchée. Puisque pour le coup, bah, si les droits télé rentrent pour les clubs et que les joueurs avaient eu le chômage partiel pendant Ouais. la durée du confinement, bah, l'environnement footballistique est préservé. Ouais, ouais, donc on est un peu dans la situation de l'Australie, j'ai envie de te dire, où on essaye de boucler rapidement, enfin rapidement, on essaye de boucler le plus possible le quota. Bon, même si l'Australie, les droits télé, ils se sont quand même bien fait avoir par le diffuseur, là, c'est pas le cas. Et justement, on évoque le championnat, on évoque sa prochaine reprise, hein, le week-end prochain, on va y revenir un petit peu plus tard. Les débats concernant justement cette reprise, ils ont eu lieu à partir du mois de mai, hein, c'est ça? Est-ce que tu peux nous donner par rapport à quelles ont été les grandes étapes de la réflexion qui a été menée quant à l'organisation du retour du football au pays? Et pendant longtemps, c'est le ministère de la Santé qui, en mars, avril, mai, a un peu freiné pour pas que le football reprenne. On est arrivé quand même à une situation fin mai, début juin où il n'y avait plus de cas dans le pays. Les centres commerciaux avaient rouvert, notamment. Donc il y avait beaucoup de débats, notamment même de joueurs qui commençaient à dire mais laissez-nous faire notre métier. Et c'est à ce moment-là que la Fédération européenne de football, la OUF, et le ministère des Sports sont intervenus pour mettre en place un plan assez détaillé, assez précis, avec notamment main dans la main avec le ministère de la Santé, main dans la main avec les syndicats, pardon, on dit mutuelles en espagnol, c'est pour ça que je fais l'erreur, mais les syndicats de joueurs, d'arbitres et des entraîneurs qui sont venus pour mettre en place un plan tous ensemble, qui a été dévoilé de mémoire début juin. Un plan en plusieurs étapes pour reprendre, mais après une période quand même de contrôle strict de l'activité. Ouais, et justement, tu évoques ce plan, hein. Alors, on l'a vu, il y a quelques pays. On peut le citer par exemple parce que d'habitude tout le monde se moque un petit peu de lui dans la région et là pour le coup, ça a bien fonctionné. Il y a eu des protocoles sanitaires qui ont été mis. On a vu par exemple au Paraguay, hein, qui a été clairement le premier à reprendre véritablement son championnat, qui lui aussi a suivi un plan très strict qui finalement a bien fonctionné, même s'il y a eu quelques polémiques, mais on va pas les détailler ici. En Uruguay, ce protocole, il a été chapeauté véritablement par on va dire deux hommes, hein, le président de la OUF, Ignacio Alonso, et Sébastien Bauza, qui est au secrétariat des sports, hein, c'est ça? Secrétariat Oui, au tout à fait. sport. Et L'équivalent voilà, du juste, ministère, hein, oui, parce qu'il n'y a pas de ouais. ministère des Sports, mais c'est l'équivalent du ministre des Sports en France. Voilà, est-ce que tu peux bah, justement en profiter pour nous rappeler qui est ce fameux Sébastien Bauza?
Oui, parce que là, on va à la tête du ministère des Sports depuis mars et la prise de pouvoir du nouveau gouvernement est arrivé Sébastien Bauza, qui est un homme qui est assez connu en Uruguay, puisqu'il était président de la Fédération uruguayenne de football de 2009 à 2014. Avant cela, il était président du club de Bechavista au début des années 2000. Il est dans la famille de Bechavista puisque son père était aussi président. Il est lui-même diplômé il est dentiste de profession et il a aussi à côté de ça, par son père, c'est l'héritier d'une société qui fait de traiteur, tout simplement pour les mariages, pour tout type d'organisation d'événementiel, etc. Il a laissé plutôt une bonne image à l'époque, dans les années 2009 à 2014, quand il était à la tête de la fédération, en participant pleinement, en étant vraiment main dans la main avec Tabarès dans beaucoup de choses qui ont été faites et qui ont été bien faites au début du fameux processus de Tabarès, qui vont de la rénovation du complexe Célesté, qui est le Clairefontaine local, à des amicaux dans les pays, avec des pays, des puissances footballistiques, et non plus pour aller chercher de l'argent comme c'était fait avant. Finalement, il était parti en 2014 dans des conditions un petit peu troubles de la fédération. Il avait été plus ou moins mis dehors à l'époque par certains clubs qui n'aimaient pas trop sa gestion. Et il est revenu l'année dernière dans le monde politique, donc en étant conseiller du nouveau président durant sa campagne pour tout ce qui était monde du sport. Et il avait donc été annoncé logiquement, comme c'était attendu, début mars, comme responsable en effet du ministère du secrétariat au sport, pour être très précis. C'est plutôt quelqu'un de compétent et qui a toujours pris soin d'indiquer qu'il était ministre de tous les sports au-delà du football. C'est-à-dire que c'est pas que l'ex-président de la OUF, on pourrait croire qu'il arrivait à la tête de la fédération des sports. Il est vraiment multisport et il essaye de mettre ça d'ailleurs dans tous ses discours. C'est assez impressionnant parce qu'il veut vraiment parler de tous les sports à chaque fois, alors que bon, ça reste un homme de football malgré tout. Ouais, ouais. Ouais, et justement, ça reste un homme de football et du coup, ça a des. Enfin voilà, c'est aussi pour cela que peut-être que il a déjà fait ses preuves dans ce milieu-là et c'est aussi pour cela que ce protocole, on va y revenir dans un instant, hein, je vais te laisser finir sur Bautza, c'est aussi peut-être pour cela que les choses ont été aussi bien faites jusqu'ici. Oui, et ça a été bien fait vraiment. Alors c'est rare dans tous les pays maintenant, mais c'est aussi rare en Uruguay. Ça a été fait de façon un peu transpartisane Ouais. et assez bien fait dans un accord avec un peu tout le monde, parce que notamment même il y a qu'on soit bien d'accord, Bauza est plutôt quelqu'un de droite, comme vous l'aurez compris, parce que le nouveau président dont il est le ministre est quelqu'un de droite, du Parti national pour être très précis. Mais il a été aidé en cela, c'est-à-dire que la majorité de ce qu'on a vu du processus qui a été mis en place l'a été fait en main dans la main avec le syndicat de joueurs euh, et les syndicats d'entraîneurs et d'arbitres, qui sont plutôt des mouvements de gauche, surtout pour le syndicat de joueurs depuis sa reprise en main il y a cela 2-3 ans. Donc ça a été plutôt bien fait, plutôt en bonne intelligence, comme beaucoup d'autres choses qui ont été faites dans cette période sur le football uruguayen. Et ça a beaucoup aidé, avec forcément aussi la baisse du nombre de contaminations, parce que par rapport au Paraguay, le fait qu'il y ait beaucoup moins de cas en Uruguay aide aussi peut-être un peu à organiser ça plus Ouais. sereinement. Mais c'est vrai que la deuxième chose qui fait que ça a bien fonctionné, c'est un petit côté transpartisan de tout ce qui a été mis en place euh, jusqu'à présent. Ouais, justement, hein, j'allais justement l'évoquer, le fait que ça a été le fruit d'une longue consultation avec toutes les parties prenantes. Justement, ce plan, il repose sur 4 phases qui ont été mises en place. Justement, est-ce que tu peux nous détailler ces 4 phases et nous expliquer, enfin même si tu l'as déjà fait en partie, expliquer la genèse de ce protocole? La genèse du protocole, elle date depuis mars. C'est-à-dire qu'à partir du moment où le championnat décide d'être arrêté, il y a une commission qui est créée, notamment entre les syndicats et la OUF, pour essayer de mettre en place quelque chose en fonction de ce qui est fait à l'étranger, de voir pour faire au mieux, quoi, disons. Même si à l'époque, c'est absolument pas dans les plans de rouvrir immédiatement. Et donc, un plan est mis en place avec une première étape qui est un test global de tous les joueurs, de tous les clubs, de tous les encadrements aussi, pour vérifier qu'il n'y ait pas de cas. Les tests sont faits sous forme de pool, c'est-à-dire qu'ils font grosso modo une équipe, ils mettent tous les tests ensemble, ils voient s'il y en a un qui est positif ou si tout est négatif, ils savent que c'est négatif pour tout le monde. C'est ce qu'ils ont fait début juin, entre le 1er et le 15 juin, pour la reprise, avant la reprise, puisque c'était nécessaire avant la reprise de vérifier que personne n'était contaminé, et c'était le cas, personne n'était contaminé. Ça leur a permis de prendre la première phase après, qui était un entraînement par petits groupes séparés, où ils s'entraînaient avec 2 horaires par exemple par club, c'est-à-dire des entraînements le matin et des entraînements l'après-midi, pour pas faire venir tout le monde en même temps, et c'est sur des moitiés de terrain séparées pour conserver par groupe de 4 ou 5. Une deuxième étape ensuite, qui était les entraînements collectifs, où là ça a repris donc c'était des phases par période de 15 jours. Et donc après, des entraînements collectifs ont repris pendant 15 jours. Là, ça rejouait au football normalement, mais au sein d'un club. Il y a une troisième phase là qui s'est achevée ce week-end, qui était la phase des amicaux. C'est-à-dire que depuis 15 jours, on voit de nouveau des matchs de football en Uruguay qui étaient des amicaux entre les clubs,
qui ont été organisés dans les stades à huis clos, évidemment toujours, mais entre les clubs. Et donc là, la dernière phase, qui est le lancement un peu de la fusée, qui est la reprise officielle du championnat le week-end prochain. Et il y aura toujours évidemment donc plusieurs conditions pour que ça fonctionne, c'est-à-dire que toujours le huis clos, toujours le principe de ne pas partager les bouteilles, par exemple, de nettoyer chacun ses maillots, de ne pas fêter les buts aussi tous ensemble en se regroupant à 12 sur une personne. Bon courage ça. Voilà. Oui, parce que jusqu'ici ça marche pas ça. Oui, mais après ça va dépendre aussi des matchs, parce que c'est sûr que s'il y a un but dans le Classico de Peñarol voilà. à la 93e minute, je t'annonce que éventuellement la montagne humaine pourrait être supérieure au nombre de joueurs sur l'équipe, mais dans l'ensemble, on a vu quand même que l'éducation a bien fonctionné dans la phase de test, c'est-à-dire que la phase 0 a été accompagnée de quelque chose que j'ai pas décrit, mais qui était en plus de ça, ils ont fait beaucoup de réunions avec les médecins pour expliquer aux joueurs comment ça fonctionnait, ce qu'il fallait faire, ce qu'il fallait pas faire. Et il faut jamais oublier que il y avait toute une partie éducative en plus qui a eu une importance, je pense, aussi importante. Que tout ce qui a pu être fait par ailleurs sur les tests, etc. Ouais, parce que ça, par exemple, c'est un volet, tu vois, on évoquait le Paraguay qui a repris parce que lui aussi a mis une procédure où lui aussi, il est passé par des entraînements plus ou moins en petits groupes, collectifs, une phase de matchs amicaux sur quelques jours, enfin sur quelques semaines, on va dire, avant de reprendre. Mais bon, on a eu quand même pas mal de dérives au niveau des joueurs, avec des joueurs qui étaient censés être confinés pendant 2 mois, qui finalement se sont retrouvés à se promener dans la nature. On a même eu des gars qui se sont plantés en bagnole. Enfin voilà, c'était fantastique. Là en Uruguay, avec cette phase d'éducation des joueurs, les protocoles ont été respectés. Et jusqu'à présent, ils l'ont été. Donc après, c'est toujours le problème, c'est qu'il faut que ça continue, évidemment. Ouais. Mais jusqu'à présent, écoute, ça a plutôt bien fonctionné. Et c'est vrai que de ce qu'on a vu, il n'y a eu aucun incident jusqu'à présent, aucune sortie dans les médias, aucun quoi que ce soit qui fait que si demain il devait y avoir un problème, on puisse dire c'est vraiment la faute du joueur. Ouais, voilà. Et on a une idée de... Parce que là, tu disais, on va y revenir un petit peu. On va l'évoquer, la reprise, en fin de podcast. On va reprendre donc à huis clos. On a une idée de... Ils ont mis une date limite de levée, je dirais, du huis clos, ou pour l'instant, on avance un peu à vue et on verra. Est-ce qu'il y a déjà dans les cartons ou dans les idées, ou est-ce que ça a été évoqué, tu vois, la possibilité de commencer à réouvrir les stades ? Alors, ce qui est bizarre, c'est que quand le confinement a commencé en mars-avril, l'objectif était de recommencer avec le public. Parce que le public a vraiment une place primordiale en Uruguay. Ouais. Un championnat qui était diffusé très peu à la télé auparavant. Il y avait 3 journées sur 8 qui étaient diffusées à la télé auparavant. Donc forcément, le public a une importance primordiale. Les entrées, la vente de billets avait aussi son importance, surtout chez les 2 grands, Peñarol et Nacional, qui pour le coup vendent entre les billets et les sociaux qui ont l'abonnement à l'année. Grosso modo, ça leur fait des grosses rentrées d'argent. Donc c'est vraiment un championnat qui est basé sur ça à la base, sur le public. Beaucoup plus que d'autres championnats où les droits télé ont pris une proportion à 95% des budgets des clubs. Ouais, ce qui est un peu le cas en Am Sud. En Am Sud, les entrées au stade sont quand même encore, pour l'instant, les éléments primordiaux. Oui, après peut-être encore plus, disons, dans un pays comme l'Uruguay que par rapport au Brésil ou l'Argentine, par exemple, ou la Colombie, où ça a pu prendre petit à petit des proportions de plus en plus grandes. Mais je suis d'accord avec toi. Et donc l'objectif était de reprendre le plus tôt possible avec le public, mais c'est vrai que c'est un thème qui a un petit peu été perdu de vue depuis 2 mois. Pour le coup, on n'en parle plus trop parce que il y a toujours des cas, c'est-à-dire qu'il y a toujours, même si, comme on le disait au début du podcast, c'est-à-dire que même ils ont beau réussir à avoir fait des jours sans nouveaux cas, il y a toujours à un moment donné quelqu'un qui revient de l'étranger, quelque chose, un ami d'un ami qui a été contaminé, et au final, il y a quand même cette peur qui fait qu'aujourd'hui, très honnêtement, on n'en parle plus. J'ai entendu il n'y a pas longtemps que c'était l'objectif avant la fin de l'année, mais voilà, avant la fin de l'année, on n'a pas vraiment d'indication précise sur ce qui pourra se passer. Ouais, et puis tu le disais, donc justement, on parlait de l'importance du public dans les stades par rapport aux droits télé. Alors on l'a vu dans le précédent podcast, on pourrait en parler pour la Colombie, on pourrait en parler éventuellement pour le Chili, mais c'est pas le débat. On a surtout vu que la crise liée à cette pandémie a fait vaciller pas mal de fédérations ou de ligues professionnelles qui ont passé pas mal de temps à s'écharper. On le voit, en Uruguay, ça n'a pas été le cas. Tout le monde s'est mis à travailler dans le bon sens et dans le même sens surtout, parce que c'est ça qui est important. Et l'une des conséquences de cette crise, c'est que ça va aboutir tout simplement à une petite révolution pour le championnat, une révolution au niveau de sa diffusion.
Oui, parce que pour le coup, voilà, c'est ce que je disais, c'est que tous les matchs de première et de deuxième division vont être diffusés, pardon, avec des contraintes spécifiques, parce que pour le coup, les matchs de première division vont jouer à huis clos, mais dans les stades spécifiques des équipes, alors que ils sont arrangés, par exemple, pour la deuxième division, pour que ce soit diffusé, bah, tous les matchs soient joués dans un seul stade et à la suite. C'est-à-dire que les matchs de deuxième division vont tous se jouer entre le lundi et le mardi, au stade Charrua, qui n'est pas un stade très connu pour les footballeurs, parce que c'est un stade plus pour le rugby et pour le football féminin. À l'époque, il avait été reconstruit avec les fonds de la FIFA pour le football féminin. Mais c'est un des stades où ils peuvent s'arranger pour faire venir les équipes les unes à la suite des autres, bien laver assez simplement les vestiaires et avoir des équipes de télé qui suivent match après match. Donc voilà, tous les matchs de deuxième division vont être diffusés à la télévision. Et il va y avoir quelques marathons, hein, par contre. Il faudra faire attention, ça risque de piquer entre les samedis. Samedi-ci, par exemple, où il y a 6 matchs de première division et lundi, il y en a 8 de deuxième. Ça peut éventuellement fatiguer un petit peu en fin de journée. Ça, ça peut. Disons qu'il va falloir penser à se nourrir et s'hydrater entre les matchs quand même, parce qu'au bout d'un moment, ça va piquer. Mais est-ce que cette situation, on sait déjà si elle va se pérenniser ou si c'est vraiment exceptionnel le temps, voilà, le temps des huis clos ou ouais, le temps des huis clos tout simplement. Pour la deuxième division, ça ne continuera pas comme ça, parce que par exemple, il faudra éventuellement Ouais. que les clubs retournent dans leur stade. Et à partir du moment où ils seront retournés dans leur stade, ce sera impossible de rentabiliser une diffusion avec des équipes sur chacun des terrains. Et il y a des petits terrains. La deuxième division est donc le plus bas échelon professionnel en Uruguay, mais ça reste vraiment à la limite du professionnalisme parfois. Donc ce sera compliqué. Mais sur la première division, par contre, ils en parlent. Il y a eu plusieurs accords qui ont été faits avec Tenfield. Et a priori, ça devrait être quelque chose qui serait pérennisé pardon, dans les prochaines années. Donc c'est plutôt positif parce que ça va permettre de gagner en visibilité. Alors après, bon, même si ça restera un football de stade, je l'espère, parce que c'est aussi pour ça qu'on l'aime. Mais ça risque de faire gagner en visibilité sur des plus petits matchs. Ouais, et puis on voit quand même que c'est encore une nouvelle fois un contre-pied hein, de l'Uruguay. On a vu on l'évoquait hein, tout à l'heure, je prenais l'exemple australien où la crise a totalement flingué hein, la diffusion avec le détenteur des droits qui a décidé de couper les vivres et finalement il va s'en aller hein, tout simplement. Donc tu vois, ça laisse le championnat dans une situation un peu précaire entre le diffuseur et les sponsors qui utilisent le prétexte de la crise pour se tirer. Là, pour le coup, voilà, on a vu, tout le monde a bien travaillé et le diffuseur, lui, ouvre encore plus ses antennes au football local. Justement, on va en parler de ce football local. Mais ça a été forcé, hein. C'est-à-dire que c'était vraiment une des conditions. C'est-à-dire que les clubs ont dit aux diffuseurs pour qu'on reprend main dans la main, mais par contre, il faut diffuser tous les matchs parce que sinon les supporters vont vouloir venir. On aura du mal avec le huis clos, etc. Donc, il faut vraiment que vous nous diffusiez. Et le diffuseur a bien négocié cela et donc ça reprend. Et je pense que c'est vraiment du gagnant-gagnant pour tout le monde au final. Parce qu'en effet, la condition du huis clos, c'est s'il y a huis clos et qu'en plus il n'y a pas de télévision, c'est vrai que ça devient un championnat très bizarre. Hein. Ah mais on est complètement d'accord, mais regarde ce qui s'est passé en Europe, c'est du huis clos général et il n'y a pas de match en clair, plus de matchs en clair pour cela. Hein. Tu vois, les compétitions européennes reprennent cette semaine à huis clos sur des hubs. Il n'y aura pas de diffusion en clair de la Ligue des Champions ou de l'Europa League. Alors, Donc, on s'est peut-être pas compris compte, mais la diffusion ne sera pas en clair. Il faudra toujours avoir le paquet qui est la même ouais, mais chose, enfin, qui est le paquet standard du football européen qui revient à 9-10 € par mois, donc c'est pas non plus. oui, mais C'est pas c'est la aussi. base, c'est-à-dire que le supporter l'a de toute façon. Oui, voilà, c'est sûr. Ah, surtout en Uruguay où il y a Voilà. un foyer, deux foyers sur trois qui en sont équipés. Ouais. Ouais, voilà, c'est ça, c'est là où je voulais en venir. Du coup, il va rester, on va parler du championnat, on terminera, hein, je l'ai dit là-dessus. Il va rester quand même une inconnue dans toute cette affaire. On voit, hein, le championnat reprend ce week-end. L'inconnu, ça va être les compétitions continentales et les éliminatoires. Alors, je rappelle pour les compétitions continentales que la CONMEBOL, on va le dire aussi, on l'a déjà dit hein, quand on parlait de l'affaire en Colombie, la CONMEBOL est un Ouais. petit peu sous pression hein, de la FIFA pour reprendre vite ses compétitions. Donc, elle a fixé mi-septembre pour redémarrer sa Libertadores et sa Sudamericana. Il va y avoir le souci des éliminatoires en fin d'année. On en est où en Uruguay par rapport à ces questions-là? Parce que ces questions-là imposent d'accueillir le reste du continent sur le territoire. Oui, et ça paraît complètement improbable à l'heure actuelle. C'est-à-dire que le gouvernement a bien spécifié, encore il y a cela quelques jours, que n'importe quel club qui partira à l'étranger devrait respecter une quatorzaine, une quarantaine de 2 semaines de retour au pays. Donc ça flinguerait complètement le championnat, parce que s'il y a 2 semaines entre chaque journée de Libertadores, ça veut dire que le championnat peut plus jouer.
Et au-delà de ça, les Uruguayens sont, je pense, pas prêts, le gouvernement uruguayen est pas prêt à accueillir des grandes délégations de 40, 50 personnes, parce que c'est ça, hein, une Ouais. délégation quand c'est en Copa Libertadores assez facilement, de 40 personnes venant du Brésil, alors que les états sanitaires entre un pays et l'autre sont vraiment complètement différents. Et je sens vraiment sans aucun jugement envers le Brésil, mais c'est vraiment, ils sont à deux stades complètement Ouais. différents. Donc c'est complètement impossible et ça a fait rire, pour être complètement honnête, et c'est assez triste, mais ça a fait rire beaucoup de personnes quand CONMEBOL a annoncé que la Libertadores reprendrait mi-septembre. Ça paraît complètement improbable et ils font tout l'inverse de ce qu'avait fait l'Uruguay, qui au départ n'avait pas donné de date de lancement, c'est-à-dire on va fonctionner par phase et on va voir comment on évolue, mais en expliquant le chemin sans expliquer quand est-ce que ça reprendra. La CONMEBOL fait exactement l'inverse, Ouais. c'est-à-dire il donne une date, mais absolument pas le moyen de savoir comment on va arriver à cette date, comment on va faire. Et il y a eu beaucoup de conjectures d'ailleurs, des choses un peu délirantes en disant aussi bah ils ont qu'à faire venir toutes les équipes pour faire en un mois de temps la Libertadores en Uruguay. Mais c'est pareil, c'est-à-dire que même si ça ferait venir 2000 personnes en Uruguay, et c'est hors de question que toutes les équipes viennent jouer en Uruguay. Donc on n'a vraiment aucune visibilité et ça paraît improbable à l'heure actuelle que la Libertadores se finisse en 2020, même qu'elle reprenne en 2020 presque. Ouais, c'est une vraie question, hein, on le voit, mais alors après, hein, sur le côté improbable, je vais pas trop m'avancer parce que quand tu vois par exemple ce que fait l'Asie avec son AFC Champions League, justement pour boucler sa compète, ils en étaient à peu près au même stade hein, d'ailleurs que la Libertadores, c'est-à-dire qu'on débutait à peine la phase de groupe, donc ça veut dire qu'il reste un paquet de matchs quand même à placer. Quand tu vois ce que fait l'AFC par rapport à voilà, ils ont choisi des hubs, hein, tu parlais justement qu'à un moment ils envisageaient d'envoyer tout le monde en Uruguay. L'Asie, elle a fait pareil, hein, elle va tourner sur des hubs et avec des calendriers totalement dingues. Hein, on en a parlé sur le site avec des calendriers totalement dingues. Donc je vais pas trop m'avancer là-dessus. Je m'avancerai pas trop là-dessus. La CONMEBOL est capable de suivre ce chemin totalement fou parce qu'il y a une pression au-dessus. Hein, il y a une Coupe du Monde des clubs en décembre. Oui, mais il y a une petite différence sur le fait que la CONMEBOL puisse prendre des décisions irrationnelles. Je pense qu'on est à peu près tous d'accord pour savoir que c'est tout à fait possible. La différence, c'est que je pense que là, pour le coup, je sais pas pour la Coupe d'Asie, quels pays ont accepté de faire des hubs, et s'il y avait dans ces pays aussi peu de cas proportionnellement par rapport aux autres pays aux alentours. Mais là, la vraie différence, c'est que pour le coup, Ouais. il y a vraiment l'Uruguay, et peut-être d'ailleurs, parce que j'allais dire, il y a des pays, mais bon, il y en a plus tant que ça en Amérique du Sud. Mais je suis pas sûr que l'Uruguay accepte de faire le hub. Ça, c'est l'autre. Non, Je non, suis il même va à peu pas. près sûr du contraire. Non, je suis d'accord, hein, je pense qu'il n'y aura pas grand monde pour faire le hub. On voit l'Argentine où le ministre de la Santé a laissé évoquer qu'on reprendrait peut-être même pas le football local avant la fin de l'année. La Colombie, les aéroports sont fermés, je crois que c'est pareil au Pérou. Donc oui, non, il y aura personne. Si, il y aura le Brésil éventuellement. Parce que bon, voilà, hein, on l'a dit, on va pas émettre de jugement, mais le Brésil est plutôt un peu particulier dans sa gestion de la crise. Donc voilà, ils peuvent tout à fait décider d'envoyer tout le monde au Brésil ou alors au Paraguay, vu que les conditions sont à peu près normales, entre guillemets. Oui, mais après, pareil, dans ce cas-là, enfin, je pense vraiment qu'on pourrait assister dans ce cas-là à de renoncements, c'est-à-dire qu'il y Ouais, a des équipes, ouais. notamment en Uruguay. Alors, il faudrait voir les conséquences. C'est plus ça qui pourrait être problématique, parce que la CONMEBOL est aussi capable de décisions irrationnelles pour punir des équipes dans ces cas-là. Mais dans ce cas-là, il y aurait des renoncements, c'est-à-dire que les équipes uruguayennes auront vraiment tout intérêt à dire, Ouais. écoutez, faites sans nous et on se revoit l'année prochaine. Exactement. Et bien justement, alors on va terminer. Hein, je l'avais annoncé, j'ai fait un peu, ça a été un peu le teasing fil rouge de ce podcast. Le championnat reprend donc ce week-end. Et puis comme on a été bien sage, comme l'Uruguay a bien travaillé, bah, et on a droit à notre petit cadeau puisque ça va démarrer direct par un classico, histoire de, Oui, ça démarre fort. histoire de démarrer même pas tranquille, de démarrer à fond les ballons. Alors tu l'as évoqué hein, au tout début, hein, c'était pas très très bien parti, ni pour National ni pour Peñarol. Bah justement, pour donner envie hein, peut-être aux gens d'aller suivre ce classico de reprise, c'est dimanche, hein, c'est cela, hein, dimanche 9 Tout à fait, à dimanche 21h. 9 à 20h heure française, À 20h, 15h 20h. heure. Ouais. À 20h heure française, donc dimanche 9 20h. Bah, on va en profiter hein, et terminer ce podcast là-dessus pour faire un petit point justement sur les deux géants. Ils en sont où nos fameux National et Peñarol préférés? Ben, ils ont aussi eu des conséquences de la crise quand même, parce qu'il y a eu quelques changements, notamment dans les effectifs. National s'est plutôt renforcé avec l'arrivée de Felipe Redos, qui était un ancien du Défenseur, qui a joué à Bruges Qui était pendant la période, magnifique au qui est revenu défenseur. au Brésil. Et un excellent joueur. Peñarol a lui de son côté plutôt perdu des joueurs avec Gabriel Rojas qui est coincé en Argentine et qui peut pas revenir en Uruguay, par exemple, euh, qui était latéral et qui était en prêt hein, son contrat s'arrêtait à fin juin. Il y avait aussi Guzman Pereira dont le contrat s'est aussi arrêté et qui n'a pas été renouvelé.
côté Peñarol. Et donc il y a quelques changements d'effectifs, mais ça reste le classico de la peur, parce que pour le coup, reprendre dès la 4e journée par un match avec autant d'enjeux est très dur pour les deux équipes. Ça leur a vraiment bouffé, je pense, la préparation, et ça a pu être assez compliqué pour les entraîneurs, parce que chacun des deux entraîneurs sait que au soir de la 4e journée, s'ils auront déjà encaissé 2 défaites chacun, des nuls, et qu'ils sont très mal classés au classement du championnat, ça serait très compliqué pour continuer. Et donc il y a une vraie pression sur les deux équipes, et ça risque de pas être le plus beau, pour être tout à fait honnête avec vous, et par expérience, disons, même si c'est un peu prétentieux de dire ça, mais ça risque de pas être le plus beau classico de l'histoire. Par contre, ce sera vraiment à suivre, parce que pour le coup, ça reste toujours un plaisir de voir un Peñarol national, avec toutes les histoires que ça emporte sur le terrain avec les joueurs. Et ça a été le cas d'ailleurs dès cette semaine. On a vu qu'on était repassé en mode football, parce que pour le coup, on n'a pas arrêté de reparler de thèmes classicaux, de toujours les différences entre Peñarol national Peñarol. Et donc il y aura un vrai match à enjeu, qu'on attend tous avec beaucoup d'impatience. Ouais, et on va se régaler. Hein. Ah oui, forcément, hein, tu l'as dit, tu l'expliques dans le magazine, hein, justement, que Peñarol national, il trust les unes de la presse sportive. Là, pour le coup, on est vraiment à l'orée d'un classico. C'est encore pire, hein. Il y a que ça, hein, quasiment. Ah oui, il y a que ça, mais c'est 80% des supporters dans le pays. Alors, il y a beaucoup qui sont supporters d'un autre petit club avec, mais ça reste vraiment le pays va bouillir, et les clubs ont tout fait pour se réunir avec les associations de supporters, etc., en leur disant ne venez pas devant le stade, ne venez pas devant le stade, ne venez pas devant le stade. Et ce sera aussi l'un des vrais tests par rapport à tout ce qu'on s'est dit sur les tests, etc., pour revenir un petit peu sur la pandémie. C'est que ce sera intéressant de voir si vraiment les supporters ont retenu la leçon, et on espère tous que le huis clos soit un vrai huis clos, et que chacun fête depuis sa télévision, depuis son canapé, le retour du football. Ouais, et bien on verra ça sera donc dimanche 9 à 20h heure française, donc vraiment voilà, hein, il n'y aura pas l'excuse du décalage horaire, messieurs dames. Et bien voilà, on va rester sur cette petite mise en bouche de reprise du championnat uruguayen, où l'on voit que les choses ont été très bien faites. On va en rester là pour ce podcast. Je vais en profiter bien sûr pour te remercier, Jérôme, pour ce podcast spécial Uruguay. C'est moi qui te remercie. Et dernier point, parce que je voulais le mettre en avant et je ne l'ai pas fait dans le petit texte, mais tout le monde a dit aussi qu'il était très important d'avoir une bonne préparation, d'avoir les 6 semaines de préparation, d'avoir les matchs amicaux. Et ça, on n'en a pas discuté, mais c'est une vraie différence qu'il y avait par rapport à ce qui a été fait en Europe, où il y a eu beaucoup de joueurs qui se sont blessés aussi, on n'en a pas suffisamment parlé. Et là, tout le monde a toujours dit et mis en avant l'intérêt du footballeur, et c'est pour ça aussi qu'on est content que le football revienne, parce que ça a quand même été vu avec l'objectif de conserver la santé du footballeur, et c'est pour ça qu'on est passé par ces 2 mois de préparation. Ouais, tu as raison, et c'est d'ailleurs, je me souviens l'avoir évoqué notamment pour le Paraguay sur Twitter, parce que le Paraguay a suivi le même chemin de laisser le temps aux footballeurs de faire une vraie phase de préparation. Alors on verra si on a moins de blessés qu'en Europe, mais là pour le coup on a pris le temps de travailler. Et donc voilà, écoute, on va donc en rester là pour ce podcast. Je vais donc une fois encore te remercier, je vais remercier aussi nos auditeurs, et puis on va se donner rendez-vous, Jérôme, on va finir par en parler de ce Maracanãzo, un de ces 4, non? Évidemment, et puis Marcelin attend que ça en plus. Ah, il en trépigne. Allez, écoute, à bientôt, Jérôme. À bientôt. Et puis je vous remercie tous, n'oubliez pas donc de nous suivre partout où nous sommes, sur les réseaux sociaux, sur le site, sur YouTube, où vous voulez. Venez également sur notre Discord si vous voulez discuter avec la rédaction tout simplement, ou avec les autres membres de la communauté Lucarno Posé. Je vous donne rendez-vous pour un prochain podcast, pour de prochaines séries dans les jours et dans les semaines à venir. À bientôt.